plutôt mal. Ça va. Marie, je pense que beaucoup de gens, pour pas dire tout le monde, te connaît à travers tes aventures Never Eat Alone et Work Well. Et moi, j'ai une question très simple qui peut paraître naïve. Je trouve que la base de ton travail, c'est de dire le réel peut être aidé, facilité, agrandi par le digital. C'est quoi? C'est ton angle de vue? Tu trouves que, par exemple, on a du mal à se rencontrer ou à se parler ou c'est autre chose? Tout à fait. Enfin, pour moi, c'était évident que la technologie permettait de pouvoir facilement rencontrer son amoureux avec Tinder, networker avec LinkedIn. Donc, c'était quelque chose de très naturel. Pour mes parents, pas du tout. Donc, je sens aussi que tout dépend de quand est-ce que tu es né. Ben, c'est plus facile de comprendre ça. Il y a plusieurs générations. D'accord. Pourquoi on a besoin de ça? Est-ce que c'est parce que le numérique permet plus de choses ou est-ce que nous, dans nos vies actuelles, dans toute cette accélération, on a moins l'occasion parce que ton concept à la base, il est dans le monde de l'organisation, dans l'entreprise. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, quand j'étais stagiaire chez UBS, au siège à Zurich, personne ne se parlait. Alors qu'on était des milliers entre 4 tours et tu étais toujours avec les mêmes personnes de ton département. Et donc, il n'y avait pas d'outils. Et donc, j'ai commencé à toquer aux portes parce que j'adore rencontrer des personnes. J'avais envie de mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait en finance de marché. Mais mes collègues étaient beaucoup plus timides. Et donc, justement, les outils digitaux aident à vaincre la timidité. Donc, c'est pour moi un icebreaker. D'accord. Mais du coup, c'est important qu'après, les gens se rencontrent en réel. Et qu'il y ait quand même du lien avec un café, un déjeuner, même aller courir. Mais que ce soit pas seulement un chatbot. D'accord. Bon clin d'œil. À quel moment tu t'es dit ça marche? Quand on a un projet, une start-up ou autre chose, il y a toujours un moment, pas toujours celui qu'on voit de l'extérieur pour nous, la question que j'avais posée à Jacques Attali tout à l'heure sur son parcours. À quel moment, toi, tu t'es dit ça prend, ça intéresse, je pose la bonne question. J'ai peut-être pas fini d'établir la réponse, mais la question est bonne. Alors, quand c'est un DRH qui te dit nous, on veut l'application, c'était par exemple avec la CNAV, donc la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, qui nous a contactés sur LinkedIn et qui nous a dit il y a un besoin chez nous. Et donc, j'aurais jamais eu l'idée d'aller voir la CNAV. Et donc c'est là où je me suis dit enfin, les DRH comprennent. Mais ça prend du temps. Hein. Et encore maintenant, on me dit mais ça sert à rien, les gens se connaissent, ils n'ont pas besoin d'un outil. Et donc, ça prend, il faut pas lâcher. Et ça, c'est aussi quelque chose quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut jamais lâcher. Et quand on veut, on peut. Bah justement, le changement par l'outil, on en parle beaucoup dans l'accompagnement du changement et c'est vrai. Et toi qui es tu veux bousculer les choses et inventer, est-ce que inventer une start-up à succès, est-ce que ça donne encore plus envie de changer le monde, si j'ose dire? Et moi, c'est ça qui me passionne. En fait, justement, quand j'étais stagiaire dans une banque, j'étais bien payée. On était payé 4 000 francs suisses par mois. Mais en fait, j'étais pas heureuse. Tous les jours, je commençais de 7h30 jusqu'au soir et je faisais quelque chose que j'aimais pas. Je voyais pas l'impact que ça pouvait donner pour le monde. Et donc, je me suis dit, on n'a qu'une vie, c'est important d'avoir un impact positif, en tout cas pour moi. Oui. Et c'est important d'écouter aussi son cœur et ce qu'on a envie de faire. Et donc, du coup, moi, j'avais participé à un hackathon à Berlin où justement, pendant 3 jours, tu passes d'une idée à un prototype. On était une centaine d'entrepreneurs dans toute l'Europe. On a gagné ce hackathon. Et donc là, on a gagné un prix, c'était d'être incubé à San Francisco. Et en même temps, j'étais prise chez Rothschild. Et donc, c'était la première fois de ma vie où j'ai dû faire un choix entre Rothschild ou San Francisco et être incubé et pas avoir d'argent au début. Vous aurez choisi quoi, Rothschild ou partir à San Francisco? Alors, qui aurait choisi Rothschild? Rothschild. Et qui serait parti à San Francisco? Mais quand même, la majorité San Francisco. C'est bien. Donc, ça commence à changer. Et donc, du coup, je pense que c'est important d'écouter son cœur. Quelquefois, tu as envie de travailler dans la finance, il faut le faire. Il faut essayer plein d'expériences. Et je pense que de plus en plus, on va faire plein de jobs différents. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais coder, c'est super important. Moi, depuis le lycée, justement, j'ai appris à coder, mais par soi-même. Après, on a eu des cours avec le PFL, mais tu n'as pas besoin, il faut juste le faire, tu apprends en faisant. Et je trouve que justement, c'est une super idée qu'on ait fait cette conférence ici, parce qu'on a 2 ingénieurs, justement, de 42. Et il y a un parcours qui permet justement, en même temps des cours, de pouvoir faire une pause pour pouvoir commencer à travailler dans une start-up. Et donc, ça commence à changer. Il y a quelque chose d'intéressant que tu m'avais dit, enfin, tout était intéressant, mais je me souviens je me souviens d'un propos qui m'avait intéressé. Tu avais dit que chez toi, dans ton équipe, il y avait quelqu'un de 42 qui travaillait avec quelqu'un de Sciences Po, c'est ça? Polytechnique. Et je trouvais intéressant la façon dont tu m'avais décrit. Tu me disais que les deux mondes travailler ensemble. Alors, en fait, aujourd'hui, on est 23 dans l'équipe. Donc, on est basé à Paris et à New York. Et très vite, j'ai dû recruter des personnes qui étaient plus âgées que moi, qui avaient plus d'expérience. Et souvent, on me disait, c'est important d'avoir des diplômes. Mon cofondateur n'a pas de diplôme. Moi, j'ai toujours pas fini mes études, donc je m'en fichais. Et donc, ce qui était important pour moi, c'était plutôt le mindset et les valeurs. Pour être sûr qu'on aille dans la même direction, parce qu'on a une mission chez Work Well.
c'est de rendre les collaborateurs plus heureux et plus connectés. Et donc, du coup, on a recruté à la fois des polytechniciens, des 42, et ils travaillent ensemble. Et en fait, souvent, ils réfléchissent de manière totalement différente, mais ça apporte le même but. Et du coup, on va dans la même mission ensemble. D'accord. Et je trouve que c'est très riche de justement bouger et faire de tout diplôme, mais aussi de tout âge. Donc, on a un nouvel arrivant, il a 53 ans. Il a travaillé chez Schneider Electric. Et quand il est arrivé, le premier jour, il est arrivé en cravate. Et donc, tous nos développeurs ont regardé, c'est le nouvel arrivant. Enfin, ils rigolaient. Et au final, il s'est super bien intégré et on apprend énormément aussi de lui. D'accord. Et donc, c'est ça qui est riche. Et quand tu dis on arrive en cravate, il faut quand même savoir que dans les locaux de Marie, quand on arrive, on se déchausse. Oui, on est en chaussant. Donc, quand on arrive de cette manière-là, je pense qu'on est un peu surpris. Tu avais dit qu'ils ont, les deux ont des manières très différentes, merci, de travailler. Comment tu décrirais la différence? Ça va me faire une très bonne transition avec Nicolas entre le côté polytechnique et le côté 42. Ce serait quoi si tu devais mettre des mots dessus, sur les différences d'approche? Alors, typiquement, Max... Tu es regardé, hein, on est chez 42. Ok, Max, non, mais je m'en fiche. Max de 42, typiquement, il arrive à 11h et finit à 4h du matin. Donc, en fait, on a une maison où justement, on peut habiter aussi. Donc, on a 3 chambres. On a notre CTO qui habite dans le studio qui donne sur le jardin durant la semaine pour éviter les transports. On a une chambre d'invités où, par exemple, la semaine dernière, on a eu 2 entrepreneurs du Bénin. Et il y a aussi ma chambre. Et donc, du coup, je voyais un jour, il y a la nuit, on entend des bruits. Et je pensais qu'il y avait un voleur. Et donc, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Donc, je monte. Et en fait, c'est Max qui était en train de coder avec son burger mangé. Et donc, et ça, typiquement, un polytechnicien, j'ai jamais vu faire. D'accord. Enfin, c'est. J'ai pas eu la même façon de travailler. D'accord. D'accord. Mais ils travaillent ensemble, ils travaillent sur les mêmes projets. D'accord. Vous êtes combien aujourd'hui chez Workwell? On est 23. D'accord. Dans 16 okay. ingénieurs. Donc, Okay. Du coup, je suis vraiment constamment dans ce monde et c'est génial parce que du coup, c'est intéressant comment l'équipe business apprend de l'équipe tech. Donc, on est vachement drivé en fait au niveau roadmap. D'accord. Donc, en fait, on écoute nos clients, mais après, c'est avec l'équipe tech qu'on travaille main dans la main. Oui, vraiment une très très bonne intégration et très focus business. Et qu'est-ce que tu réponds toi aux personnes qui sont très alarmistes par rapport au numérique, qui se posent du côté de l'alarme, du danger, de la montée en puissance du numérique? Toi qui le vis de l'intérieur, c'est toute ta vie aujourd'hui. Je pense qu'il faut se décoincer déjà. D'accord, se détendre. Exactement. Et d'essayer. Enfin, d'accord. Qui ne tente rien à rien. Et il y aura toujours quelque chose de positif qui va finir. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Marie, très bonne transition. Tu restes avec nous? Tu dois partir tout de suite ou tu peux attendre un peu? D'accord. D'accord, tu peux attendre. Marie devra nous quitter tout à l'heure parce qu'elle a d'autres engagements, mais je crois qu'on a Élodie avec nous pour répondre aux éventuelles questions. Élodie. Élodie s'occupe des partenariats chez nous. Et avant, elle travaillait chez Unibail-Rodamco. Elle a rejoint le monde des startups. Et donc, c'est intéressant que tu partages. Donc, lors des questions-réponses, on demandera à Élodie de nous rejoindre. Toute la famille est là, au fait, de Workwell, c'est ça. Et je vais convier justement, parler de formation et d'adaptabilité, Nicolas Sadirac, si tu veux bien nous rejoindre. C'est Nicolas qui nous accueille. Nicolas est le directeur général de l'école 42, de cette belle grande maison qui nous reçoit. Et justement, maison qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Et j'en avais parlé avec toi quand on a préparé. Et quand on parle aux personnes qui connaissent 42, ils vont dire très très vite les mots code, codage, informatique et école. Et je crois que tous ces mots, tu me les as rejetés quand on a échangé, Nicolas. Ah, bon. Oui. On fait du code. Oui. C'est indéniable. C'est heureux. On n'est pas vraiment une école. Donc, d'ailleurs, ça s'appelle pas école 42, ça s'appelle 42 tout court. Donc, et on pense qu'on est plus proche d'un centre de création artistique que d'une école, quoi. Ou en tout cas qu'une école entre guillemets classique. Pour plein de raisons. Déjà, on croit très clairement que apprendre ça sert à rien, c'est dangereux et ça rend idiot. Donc, ce qui est pas un slogan très courant dans la plupart des écoles. Hein. Donc, j'ai fait une conférence à Doha dernièrement où il y avait à peu près 3000 présidents d'université, profs, etc. J'ai dit ça, je me suis fait un peu bousculé. Mais bon, en tout cas, c'est quand même ce qu'on croit, quoi, très clairement. Donc, on est effectivement assez loin d'une structure classique. Et justement, comme l'écosystème est très riche, est-ce qu'on peut en parler un peu parce que ça va au-delà de la partie enseignement et partage de connaissances. Il y a tout un accompagnement. Il y a aujourd'hui 150 startups dues à des élèves de 42. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que dans ce que j'ai entendu juste avant, il y a beaucoup de choses qu'on partage. Moi, je crois beaucoup que notre objectif, c'est de fabriquer des gens qui vont être créatifs, qui vont inventer la suite.
qui ont deux qualités essentielles, qui est la capacité, je dirais, la créativité et la capacité à collaborer. D'accord. Je pense qu'on essaie... Moi, j'aime bien voir 42 comme une sorte de générateur d'improbabilité. On essaie de faire en sorte que les choses les plus bizarres puissent apparaître. Et on a dernièrement on a eu des dromadaires qui traversaient l'école, enfin des choses comme ça. Ça peut arriver, tout peut arriver ici, parce qu'on est dans un lieu où finalement les individus peuvent tous avoir des idées, et dans la mesure où ça ne blesse pas ou ça ne dérange pas trop les autres, ils peuvent les exprimer. Vous laissez le champ à cette improbabilité. Vous laissez exactement. Vraiment... D'accord. Et ça marche. Ça produit quoi d'improbable? C'est quoi le truc le plus fou né chez 42 ou qui s'est passé à 42 ou induit par des gens de 42? C'est compliqué, les trucs les plus fous. On a beaucoup de... Ah, je sais pas, on a fait faire de la guitare électrique à... Comment il s'appelle? Thierry Marx, par exemple. C'est des choses qui n'étaient pas prévues à l'origine. Il est très bon en judo, il est très bon en cuisine. En guitare, c'était pas tout à fait ça. Mais bon, on s'est bien marré. Donc, ce genre de choses. Après, ça peut donner des choses. Par exemple, des choses plus terre à terre. J'ai vu un étudiant qui a monté une start-up. La semaine dernière, il a monté une start-up avec quelqu'un qui visitait le musée. C'est-à-dire que l'école est un musée. Donc, il y a un mec qui est venu visiter parce qu'il aime bien le street art. Et il est reparti avec un associé. Ils ont monté une boîte qui n'a rien à voir du tout avec l'art. Oui. Bon, voilà, ce genre de choses qui arrivent. Ce que vous formez dans les termes qu'utilise 42, qui étaient dans tes propos, en tout cas, c'est quoi? C'est des artistes du digital. Parce qu'il faut bien leur donner un nom. Voilà, alors, ce sont des créateurs autour du digital. Mais plus largement, ce sont des gens qui vont finalement être autonomes de leur vie et qui vont décider de faire ce qu'ils ont envie. Donc souvent dans le numérique parce que c'est ce qu'ils aiment, mais aussi dans d'autres choses. On a des gens qui font totalement autre chose que du numérique. Et leur employabilité justement, comment ils s'adaptent en organisation? Tu sais comme moi qu'il y a tout un sujet autour de ça. Ils s'adaptent pas du tout. Quoi. Pas du tout, on est d'accord. C'est le problème des organisations, pas le leur. Quoi. Oui, c'est ce que tu me disais. Ils ont suffisamment d'offres et oui, j'étais avec des gens, je ne vais peut-être pas les citer, mais d'une grande banque française où la DRH était là la semaine dernière et était en train de nous expliquer qu'elle trouvait scandaleux que nos étudiants lui aient dit qu'ils ne voulaient pas aller travailler chez eux, parce que malgré qu'elle le paye très cher, etc., parce que ce qu'ils faisaient était mauvais pour la planète. Bon, voilà. Donc, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils n'ont pas envie, ils font autre chose. Et exactement, donc aujourd'hui, on essaie de faire des gens qui soient libres et qui décident de faire chose. Donc en employabilité, il n'y a vraiment aucun problème dans notre secteur. Oui. On a de la chance. C'est qu'effectivement, dans le numérique, aujourd'hui, quelqu'un qui sait coder, il trouve du travail. Et donc, du coup, ça leur permet de donner du sens à ce qu'ils font, de donner des... Ils travaillent beaucoup en réseau, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal. Si on parle des 42, il y a un truc que c'est pas faire un 42, que c'est faire très bien un polytechnicien, c'est travailler tout seul. Un 42 tout seul, ça sert à rien. Oui, ça sait pas avancer tout seul, alors qu'un X, normalement... Et il sert vraiment à rien tout seul? C'est aussi vraiment, fort que ça. C'est un truc, alors là, c'est assumé. Il peut coder le soir tout seul, mais si vous n'êtes pas là pendant 2-3 jours, il va se mettre à jouer à un jeu vidéo. Il arrête. je caricature. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que dans la façon dont fonctionne l'école, au-delà de l'école, pardonne-moi pour le mot école, dont fonctionne 42, est-ce que ça préfigure un peu ce que pourraient être les organisations de demain? Je parle d'entreprise, je parle d'institutions. Ça veut dire que l'écosystème, ce maillage et cette ruche qui est créée, va irradier, va aller ailleurs, dans d'autres formes, au-delà de l'enseignement. Alors, moi, là on parle cette fois-ci de conviction personnelle. Oui. Moi, je pense qu'à moyen terme, il n'existera plus d'activité humaine qui sera non créative. Pour une raison simple, parce que les parties non créatives sont automatisables par X ou Y. Oui. À partir de là, je pense qu'on peut faire des activités créatives que par passion. Donc, on va avoir des espèces de communautés de passionnés qui sont interconnectées. Oui. Et là-dessus, on n'est que comme ça. Un truc intéressant, dans la différence, je pense, d'un étudiant de 42 par rapport à beaucoup d'étudiants, moi je parle à beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, quand j'ai un étudiant de 42, j'ai l'impression d'en avoir 200. Parce qu'un étudiant de 42, ça n'existe pas tout seul. C'est un étudiant de 42, il est connecté au réseau de l'école. Et le jour où vous lui posez une question, finalement, l'intéresse pas du tout, il va la retransmettre au réseau, il va trouver quelqu'un de passionné et il va servir de gateway. C'est une interface. C'est une interface à un réseau collectif. Et je pense que les métiers de demain ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'elles ressemblent vraiment à l'interconnexion entre des gens qui sont passionnés de quelque chose. Parce qu'on a tous des passions, on est tous hyper bons dans notre passion. Et aujourd'hui, on sous-utilise
notre temps parce qu'on passe les 2 tiers de notre temps à faire un truc qui nous passionne pas du tout, quoi. Et du coup, notre cerveau est très peu efficace. Donc, si on arrive à remettre chacun à son endroit et connecter les gens pour qu'ensemble ils co-créent, on arrive à quelque chose d'extrêmement performant. D'accord. C'est ce qu'on essaie de mettre en place à travers nos études. Avec un certain succès, je crois, pour l'école. Ça marche. Super, merci beaucoup Nicolas. Et je pense qu'il y aura beaucoup de questions tout à l'heure sur le sujet. On va rester sur ça justement et sur ces écosystèmes. Il y a une personne ici qui a très à cœur de travailler sur l'écosystème et les écosystèmes d'écosystèmes. C'est Boris Sirbet du Lab RH que je vous demande d'accueillir. Et on va saluer Marie qui doit s'éclipser. Merci Marie. Boris, on te connaît par beaucoup de marques, j'allais dire, et de concepts ou de startups, je ne sais plus comment les appeler, tout ça est vrai. Commencer par My Job Company, qui connaît un certain succès, Lab RH, qui regroupe aujourd'hui plusieurs centaines de startups, et enfin Collectif Z. On en parlera tout à l'heure avec détail, mais déjà ma question, on ne va pas tellement présenter les concepts, c'est qu'est-ce qui les unit, les fameux invariants dont parlait Jacques Attali tout à l'heure, que tu connais bien. Écoute, s'il y avait un invariant, donc d'abord bonsoir à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Et donc, peut-être s'il y avait un invariant, je dirais en fait, c'est justement le collectif. Oui. Moi, ce qui me passionne depuis assez longtemps, déjà théoriquement, j'ai fait mon doctorat de philo sur la psychologie collective, l'intelligence collective, et toutes ces initiatives, c'est toujours ça en fait. My Job Company, c'est une communauté de coopteurs qui aide des entreprises embauchées comme ça. Le Lab RH, en fait, c'est un écosystème de startups de l'innovation digitale qui se sont réunis parce qu'aujourd'hui il y a de tels enjeux de transformation qui mobilisent l'innovation RH que en fait on a réussi à connecter tous ces entrepreneurs pour qu'ils servent un intérêt collectif qui est plus grand finalement que l'intérêt de leur start-up. Oui. Et les deux en fait sont en résonance permanent. Et Collectives en fait, c'est une première tentative d'aller un peu porter le modèle de l'école 42 pour aller développer finalement l'ensemble des compétences des gens. Donc 42, vous avez des projets de code. Il y a un LMS, ce qu'on appelle Learning Management System, qui est un truc génial chez 42, qui est comme un jeu en fait, pour développer ses compétences digitales et collaboratives. Et on a commencé à prendre un peu le même principe sur tout type d'expérience qui développe les individus dans des collectifs. Voilà. Et d'ailleurs, Collectives, c'est fait avec 42. Tout à fait. C'est fait avec des élèves de 42. Ils ont vraiment apporté tout ce qu'a dit Nicolas, effectivement, en termes de créativité, de vision, de puissance en fait autour de l'intelligence collective. Donc c'était un vrai plaisir de bosser avec eux. Et ce que je trouve intéressant dans cette expérience, c'est qu'à la base, c'est une réflexion sur l'ingénierie collective, et c'est allé bien au-delà. Aujourd'hui, c'est un écosystème, c'est une manière d'aborder les projets. On a même souvenir, toi et moi, d'une initiation au tout départ où c'était pensé pour un côté un peu démocratie open source. Je crois que tu appelais ça comme ça, le partage de paroles d'une façon la plus globale possible. Écoute, oui, moi c'est une vieille obsession parce que finalement c'est aussi ce que disait Jacques Attali. C'est incroyable de voir aujourd'hui qu'on est dans des systèmes où en fait il y a la transaction à la microseconde, la nanoseconde même en fait dans les systèmes financiers. Et par contre dans les systèmes de décision collective, une fois tous les 5 ans on se réunit et puis on choisit quelqu'un qui va décider à notre place quoi. Oui. Et en fait moi mon opinion c'est qu'il y a rien qui a plus déresponsabilisé, détruit l'intelligence collective que la démocratie représentative. Oui. Et aujourd'hui, vous voyez, je sais pas si vous savez ça, mais il y a des Japonais qui viennent nettoyer les jardins à Paris quoi. Et nous, par contre, on se sent pas responsable de nos propres espaces publics, on se sent pas responsable de notre propre bien public, finalement. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive, en fait, à remobiliser, à recréer, en fait, un espace pour le commun. D'accord. Voilà. D'accord. Question un peu naïve. Pourquoi ? Parce que pour toi, le groupe va avoir plus de bon sens que les individus séparés. C'est quoi ? On va créer la prise de conscience partagée et un peu collectiviste a plus de chances d'advenir ? En fait, le groupe peut. Voilà, tout à l'heure, il y avait un dessin sur le paradis et l'enfer. Oui. Le groupe, c'est les deux, en fait. C'est quand vous prenez l'exemple, je sais pas, pour vous donner un exemple sur ce que peut produire le groupe de meilleur et de pire, il y a un stade de foot, par exemple. Dans un stade de foot, vous avez un exemple d'excellence en termes d'intelligence collective, c'est l'équipe de football. Dans l'équipe de football, il y a des gens qui n'ont pas forcément un QI très élevé, mais qui arrivent en fait à un degré d'intelligence ensemble qui est tout à fait remarquable. Et quand on parle aux joueurs de foot, ils vous disent, mais en fait, il y a même un moment où on sent que la formation passe plus par des circuits hiérarchiques. Oui, oui. On sent intuitivement ce qu'il faut faire et on fonctionne comme un cerveau collectif ou comme 42. Voilà, donc vraiment on arrive à ça. Et en même temps, dans la foule, vous avez des gens qui peuvent être très intelligents et qui deviennent complètement idiots ensemble.
Vous voyez, les hooligans, il y a aussi ça. Et donc, en fait, le collectif, ça peut amener à l'un comme à l'autre. Donc, toute ma question, c'est comment on travaille sur des cadres collectifs qui vont beaucoup plus amener l'émancipation, amener l'intelligence collective, amener l'action collective, la responsabilité, etc. Et tout ça aidé par le numérique, bien sûr, qui va permettre tout ça. Et justement, ce numérique-là, je reprends un peu la question que je posais à Marie tout à l'heure, il génère une certaine peur, une certaine espérance aussi, mais également une certaine peur. Pour toi, là, c'est vraiment le philosophe que je questionne. Est-ce que c'est de lui vraiment qu'on a peur, ou est-ce qu'on projette sur le digital nos peurs les plus anciennes? Jacques Attali parle beaucoup de la peur de la mort et d'autres choses. Pour moi, si tu veux, le numérique, d'abord, c'est peut-être pas vraiment le bon terme. On parle du numérique, du digital, etc. Je pense que beaucoup des transformations qu'on est en train de vivre maintenant, finalement, sont un miroir, en fait, nous renvoient à nous-mêmes. C'est assez intéressant de voir que quand on prend les grandes phases vraiment de transformation de l'humanité, notamment en fait dans la civilisation occidentale, ça a été en fait des moments où ce qu'on appelle en fait tout ce qui est les esclaves mécaniques ou les esclaves humains, en fait, nous ont débarrassé des tâches parasites. Oui. Il y a un premier grand moment qui était au moment de l'Antiquité. Ça a été en fait pendant tout le temps qui a donné naissance à la philosophie antique. Et ça a été possible parce que il y avait justement des esclaves pour s'occuper des tâches parasites. Et c'est comme ça que Socrate, Platon, Aristote ont pu penser tous les systèmes dans lesquels on est encore aujourd'hui. Et puis pour prendre un deuxième grand moment, à la fin du 15e, en l'espace de 30 ans, les esclaves mécaniques, leur efficience est multipliée quasiment par 15. Donc il y a eu l'invention de plein de choses, de techniques en fait d'agriculture, etc., etc. Et de nouveau, en fait, tout ce que ça a libéré comme énergie collective, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a créé. Oui. Il y avait les ateliers d'artistes, les grands ateliers d'artistes en Italie à la Renaissance, de nouveau les philosophes, etc. Et ça recommençait. Et maintenant, c'est encore plus profond, c'est encore plus puissant, et ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cette liberté nouvelle que le digital nous apporte? Et c'est là que je trouve qu'en fait, ce qui est assez intéressant de voir dans la mutation en cours, c'est qu'au fond, je pense que ce qui est en train de transformer la société, c'est pas le digital, c'est beaucoup plus un certain système d'information, un modèle en fait de transmission de l'information, qui est celui d'Internet. Et c'est assez frappant quand vous voyez une représentation en fait d'un schéma d'organisation classique. Vous voyez, en fait, il y a le patron, puis il y a la N-1, puis il y a la N-2, etc. Et vous avez en fait assez peu de connexions. Et quand vous voyez par exemple à quoi ressemble schématiquement, le schéma logique d'un réseau social, il y a des connexions entre tous les éléments d'une communauté. Et en fait, c'est cette densité de connexion où chacun est producteur et récepteur d'informations qui change tout, en fait. D'accord. C'est vraiment ça qui est en train d'amener cette révolution. Voilà. Et est-ce que les organisations et les individus se transforment vraiment, ou est-ce qu'on ne fait que... On parlait tu parlais du côté pyramidal, on a parlé à un moment d'entreprises libérées, il y a le modèle start-up, aujourd'hui c'est les écosystèmes. Est-ce qu'on se transforme réellement? Est-ce qu'on remplace un dogme par un autre? C'est-à-dire qu'on pose juste des modèles et on ne change pas sur notre manière d'aborder les choses? Écoute, moi je comprenais pas bien le monde des grandes entreprises finalement avant le LabRH où en fait on a lancé un pôle sur l'accompagnement à la transformation. Je l'ai un peu découvert de façon très candide depuis 2 ans et demi en accompagnant ces transfos-là, en travaillant avec des codirds, etc., même de grands groupes du CAC 40. Et ta question est très bonne parce que je pense qu'il y a énormément de tendance à s'accrocher au passé. Oui. Et le passé a tendance à se réinjecter en fait dans le futur de façon qui est parfois effrayante. Oui. Vraiment. Et en fait, quand je vois ce qui se passe dans ces organisations-là, il y a une espèce de peur de l'inconnu. C'est vraiment effectivement très frappant. Et je pense en fait, finalement, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que il n'y a pas de transformation sans qu'il y ait de transformation intérieure, finalement. Oui. Et aujourd'hui, s'il y a une belle phrase, c'est de Carl Gustav Jung qui dit, en fait, en Occident, on n'a pas encore appris à traiter avec notre ombre intérieure. Oui. Et tant qu'on n'aura pas appris à faire ça, il va toujours se reconstituer sous la forme d'une ombre externe, en fait. Et ça, c'est les guerres, le terrorisme, en fait, c'est toutes les souffrances qu'on traverse en permanence. Et la véritable transformation, c'est adresser ses peurs. C'est adresser tout ce qui nous limite. C'est plutôt sur ça que j'ai envie de travailler maintenant. Quand j'accompagne les transformations, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive en créant des petites cellules de co-développement à travailler sur ça, vraiment chacun sur soi, mais avec le soutien du collectif. Oui. Comment avoir des petits environnements bienveillants. Et ça, je pense aussi à un apport, c'est que je commence à réaliser qu'il y a en fait un grain qu'il faut trouver entre l'individu et la grande communauté. Oui. Et je travaille beaucoup aujourd'hui sur des petits groupes. Des petits groupes, 7, maximum 10 personnes. Et comment on travaille en fait sur tout ce qui nous limite, comment on libère en fait ce qu'il y a de meilleur en nous, mais en se confrontant aussi à nos ombres. D'accord. Parce qu'on est d'accord qu'il y a des modes de gouvernance qui n'existent pas aujourd'hui, qu'il faut inventer. Complètement. Ouais, mais c'est tout à fait. C'est vraiment la question de réinventer les modes de gouvernance. Et la deuxième chose aussi, c'est, je pense, réinventer les modes
Aristote parlait de la justice distributive, c'est-à-dire comment on fait pour avoir une justice qui prend en compte chaque cas singulier, chaque apport de valeur singulière en fait. Et je pense que demain, si on arrive à avoir finalement des réseaux collaboratifs qui sont sur des modes de gouvernance participatif, et on arrive à identifier en fait la valeur produite et à la redistribuer. Mais ça, c'est vraiment l'avenir. Ce sera beaucoup plus puissant même que les startups, que les entreprises libérées en termes de modèle organisationnel. Et je pense que c'est ça qu'on voit émerger avec nos écosystèmes. D'accord. Vraiment. Et c'est ça qui va nourrir les imaginaires. Je sais que c'est une notion qui était très forte, ça. Le fait d'injecter de la créativité dans notre manière d'appeler l'avenir. Mais c'est ça, hein, parce que au fond, Jacques Attali parlait de l'importance de l'art. Nicolas l'a encore dit en disant, mais en fait, ici, vous êtes dans un écosystème artistique, le rôle de la créativité. Et ça, c'est fondamental, parce qu'en fait, ce qui s'ouvre devant nous, c'est un espace de liberté. Et moi, comme philosophe, je suis très sensible en fait à la liberté, mais aussi à la peur de la liberté. Et ça, c'est un thème dont on parle assez peu, qui est très important. C'est Nietzsche qui disait, en fait, on a une tendance incroyable à créer sans arrêt des idoles. Et en fait, on se prosterne devant ces idoles. Donc, pendant longtemps, pendant le Moyen-Âge, on a créé des idoles, c'était Dieu, en fait, la religion. Et puis après, on est passé à une autre idole qui est la science. Et puis ensuite, ça a été l'économie. Et puis ça a été le marché. Et puis maintenant, ça y est, c'est l'intelligence artificielle. Et à chaque fois, on se tourne devant l'idole en disant, mais alors comment on fait? Est-ce que tu peux dessiner à notre place, quoi? Et au fond, ce qu'on est incapable de voir, c'est la puissance qu'on a en nous-mêmes. C'est la capacité de décision qu'on a en nous-mêmes. Et c'est ça qui nous fait peur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoique celui qui vient de mettre l'intelligence artificielle au rang de divinité, peut-être qu'il a résolu le problème. Comme c'est un algorithme, on va pouvoir l'améliorer. Tu vois, on va pouvoir. Mais ce qui serait magnifique, tu sais, c'est que l'algorithme se tourne vers nous en disant, mais c'est à vous de dessiner, les mecs. Oui, exactement. C'est pas à moi, quoi. Voilà. Débrouillez-vous, hein. Merci beaucoup, Boris. Ça, c'est des notions, Nicolas, qui trouvent écho, j'imagine, chez toi. Comment tu reçois? Est-ce que ça croise assez bien la vision et le mode de fonctionnement de 42? Oui, je pense qu'on est tout à fait en phase dans cette idée. Moi, je crois qu'on peut arriver à donner le meilleur de soi-même que dans un environnement où on a l'impression d'être à la fois libre de ce qu'on veut faire et de participer à une plus-value de l'ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée ça, d'une façon ou d'une autre, ça s'organise plus ou moins tout seul. Et c'est en grande partie ce qui se passe. Bon, il y a des choses qui sont extraordinaires qui se passent à 42. Par exemple, il n'y a pas du tout de délinquance. Moi, ça fait 25 ans que je cherche des écoles. J'ai géré des écoles hyper chères privées. J'ai été dans des universités, j'ai été dans des écoles nagées. Les tables sont rayées, là, on n'a pas changé une chaise depuis 4 ans, on n'a pas une table rayée, on a 8 millions d'euros d'œuvres d'art dans l'école, il n'y a jamais eu un pépin. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, c'est lié au fait que les gens ils sont chez eux, quoi. Ils créent le truc. S'il n'a pas envie d'être là, il s'en va. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a aucun moment, il y a une liberté complète de décider d'être actif ou pas. Vous voyez, et ça, je pense que ça change pas seulement ce que beaucoup de gens disent, c'est plus sympa, mais en réalité, c'est à la fois beaucoup plus dur, parce que chacun est responsable de ce qu'il fait et il doit rendre des comptes à lui-même, ce qui est un peu dur. Et surtout, ça change, je pense, là, vraiment structurellement, comment on se développe. C'est-à-dire que dans un environnement classique de développement, on va être dans un environnement de contrainte et on va apprendre à supporter cette contrainte et en faire un avantage. Ce qui est efficient quand on veut très organiser, très structurer les choses. Par contre, ça réduit énormément la vraie capacité de notre cerveau, qui lui n'est pas du tout fait pour ça. C'est-à-dire que quand on laisse un individu libre, il n'est pas fait pour accepter des contraintes qui n'ont pas de sens pour lui. Donc du coup, on a fabriqué tout un tas de contre-mesures pour accepter cette pression extérieure, en réduisant l'efficience. Mais ça nous permet de vivre en société, d'avoir une efficacité quand on est par exemple une armée, d'avoir un truc comme ça. Par contre, du coup, quand on réinverse la chose, on a un pouvoir qui est très fort. Et effectivement, du coup, des peurs qui sont beaucoup plus fortes. Parce que c'est sûr que l'image que te renvoie le collectif, si tu n'es pas prêt à le supporter, c'est proportionnel. Prend cher. Donc, mais par contre, ça te permet de le regarder. Si c'est fait, le problème, c'est quand c'est fait un peu violemment. C'est-à-dire que si c'est fait dès le début, évidemment, tu le construis. Donc l'image, elle fait des allers-retours. Donc il faut que des gens... Et c'est un des problèmes qu'on a par exemple à 42. On a des gens qui ne supportent pas ça dès le début. On a des gens qui vont en rupture parce qu'ils ont 15 ans, 20 ans d'histoire avant, qui les ont conditionnés différemment. Mais à partir du moment où l'inversion est faite, c'est quasi impossible de revenir dans un système, entre guillemets, contraignant. On ne peut pas le supporter parce que c'est tellement naturel et on est tellement bien dans un système où on a du sens. C'est-à-dire qu'on est des animaux sociaux normaux. Je veux dire, à partir du moment où on a du sens dans notre société, dans notre micro-société, et là je suis bien d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est un mélange très très savant. Parce que je vais vous donner un exemple qui est assez amusant. Au début, on fait la piscine. La piscine, si vous voulez, c'est là où on va sélectionner nos étudiants et c'est un peu une phase initiatique un peu compliquée. Où on a 1000 étudiants qui arrivent dans l'école,
ils se connaissent pas, ou très peu se connaissent, et ils ont des challenges super durs, ils ont à peu près 15 heures de trucs, on leur fait des trucs horribles, on leur efface leurs fichiers, on met le feu, on fait des alertes incendie en pleine nuit, enfin, on fait l'horreur pendant 4 semaines, donc on fabrique un environnement ultra dur, et donc ça, ces étudiants arrivent là, et on s'aperçoit d'un truc, en gros, un étudiant normal va collaborer avec une dizaine de personnes, quinzaine de personnes, dans le pardon. Si on enlève les autres, ça marche plus. C'est-à-dire qu'on a un mélange entre le fait d'être une équipe autour de soi, mais aussi d'être un collectif plus fort. D'accord. Et si on enlève l'un ou l'autre, ceux qui n'arrivent pas à créer les liens avec la dizaine de personnes ne réussiront jamais. D'accord. Mais si on enlève les 150, 200 qu'il y a autour, ça marche pas non plus. Donc on est des animaux compliqués, qu'on a un mélange entre ce côté où on se représente individuellement dans son groupe, mais aussi la reconnaissance de la collectivité est extrêmement importante. Et on joue en permanence là-dessus. Nous, on leur fait faire des exercices à 4, à 5, mais aussi à 300, et il faut qu'ils s'auto-gèrent là-dedans. Et c'est très dur pour eux, parce que c'est vrai que s'organiser à 300 sans chef, c'est vachement dur, ils n'ont pas l'habitude. Bien sûr. Mais une fois qu'ils ont passé, c'est hyper libérateur, parce que ça te donne une confiance en toi, tu te dis, bon, on est 300, quels que soient les gens, on va trouver une bonne solution ensemble. Quand tu as fait ça 4-5 fois et que tu es confiant, tu n'as plus de stress à rien. Quoi. Objectivement, c'est hyper fort quand tu as passé le truc. C'est super dur au début, parce que tu es responsable, mais c'est super structurant après. Et c'est ça, je pense que si on arrive à faire ça collectivement à plus large échelle, ce qu'on ne sait pas nécessairement faire, ça c'est encore autre chose, mais nos étudiants, un autre truc que nos étudiants ne comprennent pas, par exemple, plein de boîtes leur disent, mais tu travailles pour moi et tu travailles pour un concurrent sur un autre projet. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est un truc, ça n'a pas de sens pour eux, parce que ce qui compte, c'est le projet, ils en ont rien à foutre de l'histoire des boîtes. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'il faut avancer le schmilblick, qui est la techno sur laquelle ils bossent, résoudre le problème. Vous voyez, l'autre jour, on a été avec des étudiants sur une compagnie là, qui travaille sur des problèmes électriques, de câbles électriques en Afrique, etc. Et notre étudiant travaillait en même temps avec Google, etc., qui est un concurrent, et il ne comprenait pas. De toute façon, là, le but du jeu, c'est d'amener l'électricité chez les gens. Quoi. Après, vous réglez vos problèmes de fric, moi, je ne veux pas en entendre parler. Quoi. Mais vraiment, vous voyez, ils parlent très clairement comme ça, parce qu'ils sont théologiques au problème. D'accord. Ils créent, justement, quand on crée ces représentations théologiques, ils la créent, mais par rapport à l'objectif. D'accord, ils ont réinversé le problème plutôt que de se dire on a une entreprise qui décide, ou on a un dieu ou Dieu seul, c'est quoi. Ils l'ont réinversé par rapport à leur communauté. Quoi. Ben, je comprends d'autant mieux ce que tu dis. Ça veut dire que sans les autres, il n'existe pas. La plus grande part de lui, au fait de l'élève, elle est chez les autres, elle est dans le groupe. D'accord, je comprends beaucoup mieux. Et on parle justement de transformation. On trouvait intéressant ce soir d'avoir une marque, une entreprise qui est en pleine transformation avec des questionnements majeurs, une approche extrêmement innovante. Je vous prie d'accueillir Guillaume Dolbeau du PMU. Bonsoir. Merci Guillaume d'être là. La première question, Guillaume, d'abord j'espère que vous trouvez intéressant ce qui se passe. C'est super. Ce soir. Alors, vous allez tous comprendre que moi, en tant que représentant PMU, on est, je ne veux pas dire à l'opposé de tout ce que j'ai d'entendre, mais en tout cas je suis super content d'entendre tout ça, parce que si j'imaginais avoir mes 1400 collègues du PMU, je serais ravi qu'ils entendent tout ce que je viens d'entendre. Mais bon, je vais essayer de prêcher dès demain la bonne parole en interne. Exactement. Et nous, la prochaine fois, on le fait chez vous. Ouais, d'accord, sans problème. On fait chez le PMU. La première question, Guillaume, c'est que le PMU font partie de ces marques emblématiques qu'on croit sans connaître, qu'on connaît sans connaître. Ma phrase allait trop vite. On connaît la marque, on connaît le Paris Hippique, on connaît moins tout l'univers hippique et équestre qui est derrière et qui est complètement dépendant du Paris Hippique. Je voudrais quelques mots sur ça. Alors, quelques mots, surtout quelques chiffres. Quelques chiffres. Le PMU, ça a été créé en 1930. C'est une vieille dame. Historiquement, c'est un monopole. Donc, rappel, en France, vous avez un marché des jeux qui est séparé entre deux acteurs. Le PMU sur les paris hippiques et la Française des Jeux sur les jeux de hasard, les jeux de grattage et historiquement le pari sportif. En 2010, il y a eu un changement de législation qui a fait qu'il y a eu une ouverture du marché des jeux uniquement en ligne. Okay. Alors attention, je vais rentrer dans les sujets compliqués. Le PMU est en monopole dans le réseau physique et en concurrence sur le online. La Française des Jeux est en monopole dans son réseau physique et en concurrence sur le réseau online. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le PMU, pour citer de nouvelles activités qu'on a au PMU, on fait du pari hippique, on fait du pari sportif et du poker. La Française des Jeux fait du pari sportif et un peu de poker. Elle pourrait faire du pari hippique, mais elle n'en fait pas. Oui. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une ouverture maîtrisée. Ça, c'est les énarques et les X qui ont inventé ça. Et puis, il y a eu d'autres opérateurs qui sont arrivés, des BetClick, Bwin, Unibet, mais qui, eux, n'ont pas le droit d'avoir un réseau physique. Ils ne peuvent être que sur online. C'est clair ? C'est ce que là, oui. Je voudrais juste savoir...
qui a déjà parié, pas forcément au PMU, mais qui a déjà parié soit sur du pari sportif, des courses hippiques ou du poker. Alors, je vais pas demander à la famille Bouchard sur les courses hippiques parce que je sais que j'aurai déjà la réponse. Mais donc, ok, il y a déjà des gens qui parient. Il y a des parieurs. D'autres chiffres, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le PMU. C'est du chiffre d'affaires, c'est pas forcément ce qu'on gagne à la fin. C'est à peu près plus de 5 millions de parieurs par an qui jouent. C'est 13 000 points de vente, donc le fameux bar tabac PMU. Oui. Je pense que tout le monde en croise un sur son chemin. C'est devenu un. D'ailleurs, on dit pas je vais jouer au PMU, je vais au PMU. Et au PMU, c'est même plus le bar tabac, c'est le lieu physique qui appartient. La marque a été absorbée par nos acteurs. On est en France, on a quelques activités internationales, mais ça reste 99% de notre activité se fait en France. Et puis on est sur le digital depuis 18 ans maintenant. Oui. Puisque alors c'est une boîte qui innove, qui se transforme. J'essaye d'y contribuer depuis 18 ans. Puisque quand je suis arrivé, il y avait donc des points de vente et puis un service Minitel. On prenait des paris par Minitel. Qui a généré, je ne vous le cache pas, beaucoup d'argent pour Orange, à l'époque France Télécom, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était très taxé et ça marchait bien. Et puis, maintenant, on fait un peu plus de 15% de notre business online, donc sur le web, mobile, tablette et tout ce qui va bien. Et justement, vous l'avez qualifié de vieille dame, je me permets de reprendre les termes. Quand on transforme une marque comme ça, avec cet enracinement local, cet historique, le réseau, etc., par quel bout on le prend pour transformer, pour innover? D'abord, la nécessité de la transformation. Pourquoi le PMU doit à tout prix changer? Ça peut être évident, mais je pense que ça peut être expliqué. Quand moi je suis arrivé au PMU en fin 99, le président m'a dit je vous recrute, mais globalement, dans 3 mois, vous aurez quitté le PMU parce que c'est intransformable. Donc, c'était super comme pitch. Ça part bien. Ça fait 18 ans que j'y suis, donc finalement, j'ai réussi à faire des choses. Et en fait, l'idée était de dire, mais ok, on a un service militaire, on a des points de vente, mais c'était fin 99, il y a des gens qui commencent à jouer sur des ordinateurs. Oui. C'était le brief. Donc, voyez ce qu'on peut faire. Et puis finalement, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On n'a pas allé sur Internet. On a fait une première mondiale en prenant des paris sur la télévision interactive à l'époque. D'accord. Vous saviez, il y avait des chaînes de télé, il y avait TPS, CanalSat, qui avaient des box et avec lesquelles on pouvait interagir. Et donc, on a fait une première mondiale. On avait une chaîne de télé qui s'appelait Equidia, qui retransmet les courses. Et avec votre télécommande, vous pouvez parier. Ça a marché pendant 10 ans et ça a servi à nos parieurs parce que c'était une vraie demande. Les parieurs qui étaient chez eux, alors comme un jour comme aujourd'hui, où il y avait des courses à l'hippodrome de Vincennes, ils n'avaient pas forcément envie d'aller à l'hippodrome, mais ils ne pouvaient pas aller dans leur point de vente parce qu'il était fermé. Et donc, du coup, on leur a amené le PMU à la maison. D'accord. Ils regardaient la télé dans leur salon et en même temps, ils pariaient. C'était un succès. Et puis après, petit à petit, on a suivi, alors on a rebondi sur les technos, sur Internet notamment, où maintenant l'activité Internet, c'est un peu plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Hein. D'accord. Et puis, alors, voilà, moi j'avais souhaité, dès 2000, on avait lancé un premier service mobile, non pas de prise de pari, mais d'information, là encore, parce que pour ceux qui s'y connaissent un peu, le pari hippique nécessite, à contrario du loto ou des jeux de hasard, où globalement vous jouez votre date de naissance, votre plaque minéralogique ou ce que vous voulez, il y a autant de chances que vous gagnez, mais surtout que vous perdiez. Eh bien, les courses hippiques, il faut s'y connaître. C'est un petit peu un travail. Hein. Il y a une expertise à connaître. On rapproche souvent l'activité du pari hippique à une activité boursière. Si vous avez envie de faire confiance en un cheval, c'est un peu la même notion que si vous voulez faire confiance en une entreprise, parce que vous avez ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, un bruit d'écurie. Bon, à la bourse, c'est des bruits de couloir ou des délits d'initiés pour certains. Mais en tout cas, voilà, il y a une question une approche, une expertise qu'il faut avoir. Et donc, on a eu à transformer, justement en prenant en compte tous ces besoins d'avoir de l'information encore plus temps réel. Évidemment, maintenant, on vit tous dans l'immédiateté, et donc avoir la dernière info, c'est quand même plus important que ce que je dis toujours. Aujourd'hui, la presse hippique, pour ne pas la citer, vous achetez votre journal Paris Turf, pour ne pas le citer, demain matin, les informations qui sont dedans, elles sont déjà plus valables parce que les chevaux qui courent demain sont à l'entraînement demain matin, et donc il y a plein d'autres infos, et donc ça peut vous aider à vous donner des idées, mais en tout cas, ça vous permet pas de parier de façon sereine et efficace. Donc oui, on a été obligé de se transformer à la fois par la demande des clients, mais aussi par les technos, et puis parce qu'il y a eu des gens qui sont rentrés dans l'entreprise
et qui avaient aussi envie de faire bouger des choses. D'accord. On voulait essayer de faire passer le fait que le PMU de Léon Zitrone, Guy Lux et d'autres, c'était un petit peu dépassé. Non pas que c'était has-been, c'est simplement que on était passé du tiercé du dimanche. Nos parents ou nos grands-parents disaient ou regardaient à la télé avec Léon Zitrone le tiercé du dimanche. Maintenant, vous avez plus de 40 courses par jour. Oui. On prend des paris sur plus de 16 000 courses par an. C'est 365 jours par an. Il y a très, 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 très rarement des jours où il n'y a pas de course. D'accord. Juste quand il y a des grèves ou de robots ou il y a un événement exceptionnel. Donc, c'est une vraie activité. Et je redonne un autre chiffre en même temps. C'est 180 000 personnes. Je dirais l'univers de la filière hippique en France. Oui, c'est ça. Donc, je disais, on fait un gros chiffre d'affaires. Mais ce qu'on renverse à nos actionnaires qui sont des sociétés de courses, donc ceux qui détiennent les hippodromes et qui organisent les courses, on va refinancer toute la filière hippique. Notre vocation, c'est ça. Notre vocation, c'est ça, c'est de financer la filière hippique. Ça fait vivre 180 000 personnes. Ça va de l'entraîneur au jockey, au propriétaire, au LAD, au maréchal Ferrand et à tout ce qui tourne autour de l'écosystème des courses hippiques. D'accord. Mais là, on est sur l'hippique, mais il y a une interrogation sur l'extension du périmètre. Je trouvais intéressant de découvrir le PMU dans un salon comme Vivatech. Alors, Vivatech, c'est un très bon exemple puisque quand il y a 3 ans, on a été approché, on va dire, par les organisateurs pour dire est-ce que ça vous intéresserait d'être partenaire. Certains avaient des réticences en disant mais que va aller faire le PMU dans un truc de technologie et autres. Bon, et puis à force de conviction, on a réussi à faire plier la direction générale en disant à minima, ça sera un coup de com', faisons-le au moins une fois et ça va à la fois nous permettre de montrer que le PMU il est innovant. Que ce soit dans les technologies qu'il utilise, dans les produits et les services qu'il innove. Ça va être aussi de se faire connaître des écosystèmes innovation. Et puis, surtout, ça va être l'objectif de surprendre. Oui. Et certains ont peut-être été présents la première année, mais encore plus la deuxième année, où je pense qu'avec un certain nombre de choses, on a réussi à surprendre. C'est comme ça qu'on est arrivé sur une nouvelle activité qui est le e-sport. Aujourd'hui, c'est vous connaissez peut-être un petit peu le pari sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est pas légal en France. Par contre, on a déjà préempté un certain nombre de choses sur ce territoire-là parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, la législation va changer et autant se préparer, comme d'autres opérateurs, à le faire. Vivatech, c'est une très belle vitrine au-delà de faire de l'image, mais aussi pour démontrer des choses. D'accord. On a eu l'occasion, et j'irai Econocom a aussi participé à la réussite de ce que ça a été cette année pour nous, où on a essayé à la fois de démontrer, comme je l'ai dit, des innovations qu'on avait pu travailler au sein du PMU Lab que je dirige, mais aussi d'amener et d'associer les collaborateurs. D'accord. On parlait de gens qui réfléchissent en communauté, qui sont créatifs, libérés, on va dire. Eh bien, ça a été un moyen pour nous d'organiser, alors ça se fait dans plein de boîtes, d'organiser des challenges et de faire appel à la créativité des collaborateurs. PMU, je ne vous cache pas que l'ancienneté, c'est plus de 15 ans dans la boutique. C'est des gens, PMU, c'est une entreprise en général, on y rentre, on y reste. Voilà, c'était le modèle historique. Et puis, on ne se posait pas de questions, savoir ce que faisait le voisin, puisque je suis comptable, le mec de la DRH, il fait ça, et le type du marketing, il fait ça. Et donc, on a initié une démarche interne en disant, à Vivatech, on voudrait aussi vous faire participer, mais avec des propositions que vous allez nous faire. D'accord. Et donc, on leur a proposé un certain nombre de challenges. Et certains se disaient, on va avoir 3 candidats, ça va être des gens du market, un peu branchouille, machin. Et en fait, on a eu plein d'idées, mais il y en a eu juste une du market parce qu'on a un peu poussé pour en avoir une du market. D'accord. Tout le reste, ça a été de la DRH, de la com, de la finance, des services généraux. Et c'était des thématiques sur ça serait quoi le point de vente du futur, ça serait quoi une expérience live nouvelle sur la retransmission des courses. Donc comme quoi, on voit que finalement, on a des a priori tous, voilà, et que finalement, on arrive à transposer et à faire transformer ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est les meilleurs ambassadeurs, ces gens-là, pour dire... Et parce qu'on y retourne cette année, en 2018 à Vivatech, c'est les meilleurs ambassadeurs pour dire à tous les collègues qui n'étaient pas convaincus en disant « Ouais, Vivatech, c'est un truc encore pour dépenser de l'argent et faire de la com », et qu'en fait, c'est un vrai état d'esprit et que du coup, on arrive à transformer des choses. Alors oui, on est un mastodonte encore, oui, on n'est pas encore, même s'il y a beaucoup d'agilité, même s'il y a beaucoup d'opérations de transformation
pour arriver à rendre plus fluide, plus moderne, faire changer des choses, à coller des post-it partout, et ça c'est super. Mais en tout cas, c'est une vraie dynamique. Oui, je trouve justement que vous y arrivez très bien et que c'est une marque. Je trouve qu'à force de tentatives, de lab, d'expérience. Oui, il faut tenter. On a tenté des choses dans les points de vente. Là, on est en train de tenter. On a imaginé il y a quelques temps maintenant des tables de bistrot connectées. Oui. Alors, vous connaissez tous une table de bistrot. Vous voyez, si vous avez tous dans les bistrots, c'est toute la même taille. 70 par 70 cm. Vous pourrez prendre votre règle, c'est pareil. Donc, nous, on s'est dit, tiens, comment est-ce que demain, je peux créer une nouvelle expérience auprès d'utilisateurs qui veulent de l'information en temps réel, qui n'ont pas forcément un smartphone dans la poche, mais qui, évidemment, un parieur PMU, en général, il aime bien se retrouver dans un point de vente, c'est convivial avec ses copains. Vous les voyez souvent au fond du bar, ils sont tous en train de discuter, à lire le journal. Et on s'est dit, tiens, on va créer une nouvelle expérience parce qu'ils avaient aussi besoin d'informations. Et donc, on a imaginé, c'est fortuit, mais on l'a fait avec Econocom, on a imaginé une table de bistrot. Et aujourd'hui, elle est en test depuis 1 mois maintenant dans des points de vente à Marseille. Alors, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont pas bien, mais en tout cas, on le teste. Et c'est une initiative qu'on a imaginée, parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin. On n'a pas fait un projet pendant 3 ans en se disant oh là là, des études partout, mais on va tester. Si ça se trouve, dans 3 mois, on dira stop, on arrête, on plie le truc et c'est fini. Ou on dira finalement, on va en commander 10 par 13 000 points de vente, ça va faire beaucoup. Donc vous arrivez à poser cette agilité. Oui, mais pareil, on a fait à Vivatech, on a fait des courses de drones. Alors, vous allez me dire, des courses de drones, c'est super, tout le monde en fait. Sauf qu'on a essayé de faire un truc un peu différent. Moi, ce que je voulais, c'était arriver à convaincre nos actionnaires, c'est pas simple, de pouvoir utiliser les hippodromes pour faire autre chose que des courses hippiques. Oui. Parce qu'un hippodrome, c'est beau, plein d'hectares, sauf que souvent, si vous prenez le cas de l'hippodrome de Longchamp à Paris, il est ouvert 30 jours par an. D'accord. Donc ça fait alors que on pourrait faire autre chose. Et donc du coup je me suis dit finalement, puisque c'est un nouveau loisir, on va dire, on est dans le domaine du loisir qui est en train de se développer, est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose à proposer pour faire venir des gens sur un hippodrome, non pas en le faisant venir par le cheval, parce qu'on sait qu'il y a une certaine désaffection de nos parieurs ou de nos futurs parieurs à venir pour notre univers hippique, mais en les faisant venir sur un lieu, en faisant découvrir ce lieu avec une autre activité, et petit à petit les amener à des animations, voire même à un terme, un jour, pourquoi pas, à faire du pari sur des courses de drones. On a présenté ça à Vivatech, on a fait une première mondiale avec du pilotage à distance. Les gens ont dit c'est super, puis rien ne s'est passé. Et puis, miracle, il y a une semaine, plusieurs mois plus tard, on m'appelle et on me dit votre truc là, et c'est des gens des hippodromes, c'est pas, voilà. Oui. On aimerait bien en reparler parce que on voudrait faire quelque chose, mais non pas juste en animation, mais on voudrait faire quelque chose. C'est un hippodrome, Guillaume, il fallait que ça fasse le tour. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, petit à petit, on pousse des petits cailloux. Alors parce que nous, on est une grosse boîte, mais on arrive à se transformer quand même. Et je nierais avoir dit qu'on se transforme pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un autre modèle et je voudrais terminer juste en disant que moi, j'ai un étudiant, un alternant qui vient pas de l'école 42, dans mon bureau en ce moment. Et il hallucine juste quand il voit comment on fonctionne. Hein. Et encore, chez nous, on est, dans la partie lab, on est quand même, on essaie de bouger. Mais alors, quand il voit que l'autre jour, il avait une demande à faire au service juridique pour une phrase de 1 ligne et demie que je voulais mettre dans un contrat et qu'il a fallu attendre presque 3 semaines pour avoir une réponse et qu'il y a eu 28 mails d'échange pour savoir ce qui se passait, c'est sûr qu'on a encore du progrès à faire et je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais en tout cas, ça permet... Du coup, je lui ai dit, tu vois, quand tu vas faire un peu ton bilan de ta présence chez nous, je vais te la faire devant le directeur général et devant le président, parce que ça serait bien que ça soit partagé. Voilà. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Je ne sais pas si ça vous parle. Boris, joues-tu au PMU? C'est pas du tout dans tes habitudes. Non. Non, tu as d'autres jeux, je crois. Alors, c'est peut-être pas dans ces gènes, par contre. C'est peut-être pas dans ces gènes, mais je suis sûr que vous pariez tous. Tout le monde, même si vous dites que vous aimez pas, parce que c'est pas dans votre histoire, philosophie, vous pariez tous les jours. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Attali, il avait parié qu'il serait en retard. Mais voilà. Donc, tout le monde, il a gagné.
Mais voilà, sachez que tous les jours, tout le monde parie, même sans vous en rendre compte. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Guillaume. On va rester sur ce sujet et je crois que le sujet du PMU, on a une personne ici qui le connaît très bien parce qu'elle a piloté le projet comme un certain nombre d'autres projets de transformation chez nos clients. C'est Maude Breton, la directrice d'Econova. On va se transférer. On est bon. Hop. Ils étaient 5 dans le nid. Mets-toi là. Allez. Oui, c'est la folie. C'était une parfaite agilité. Moi, j'ai un souvenir, Maude, sur le travail sur le PMU, justement. C'est le soir où Guillaume nous a conviés à une soirée d'immersion. Il faut toujours qu'on aille dans les univers clients pour travailler sur les sujets. On a passé une soirée, c'était un prétexte aussi pour dîner ensemble, à Vincennes. Et ce soir-là, on s'était tous essayés au pari. Et on était tous là en train de regarder les chevaux, de sortir des statistiques et tout. Il y a une personne qui a fait ça d'un seul coup et qui a ramassé 80 €. C'était Guillaume. C'était Maude. La chance du débutant. Je sais pas, en tout cas. Et j'avais une question, Maude, sur le travail pour le coup d'Econova, sur l'approche et la manière dont on aborde les sujets. Nous, on est complètement centré sur cette intelligence d'usage qui est vraiment possédée par l'utilisateur, qui est chez l'utilisateur. Et l'idée, c'est d'expliquer aux entreprises, arrêtez d'essayer de profiler cet usage ou de le deviner ou de prétendre le connaître, il faut vraiment lui donner la parole. Ma question est simple, est-ce que ça c'est partagé par les entreprises? Il y a une prise de conscience sur cette nécessité d'écouter l'utilisateur ou est-ce qu'il faut continuer à évangéliser pour avoir le droit de lui parler à cet utilisateur? Alors c'est très intéressant parce que oui, en effet, maintenant on le voit dans toutes les entreprises et je pense que vous partagez ce constat et je suis ravie de l'entendre aujourd'hui de manière aussi importante. Les utilisateurs ont la réponse, puisque les utilisateurs sont sur le terrain, et quand je dis utilisateurs, c'est des collaborateurs, mais ça peut être aussi des clients. Donc c'est eux qui savent, puisque c'est eux qui, au quotidien, vont utiliser ou utilisent les solutions digitales, cette fameuse transformation digitale. Donc on en a conscience, les clients qu'on rencontre en ont conscience, et on se dit, bon super, donc allons voir ces utilisateurs. Et là, il y a un gros blanc. Il y a un énorme blanc, en fait. Parce qu'on se retrouve mais au final, on les connaît pas. On croit les connaître. On croit les connaître de plus en plus, que l'UX design, par exemple, qui est arrivé et qui maintenant, donc cette notion de mettre l'utilisateur au cœur du processus de création, aujourd'hui, c'est beaucoup démocratisé et les entreprises, maintenant, font appel aux utilisateurs. Mais là, et c'est là le point très important, c'est à partir du moment où ils ont déjà choisi la solution. Donc c'est dommage quand même un petit peu, parce qu'on dit, voilà utilisateur, je vais te mettre une tablette entre les mains avec de l'intelligence artificielle. Trouve à quoi elle va te servir. Donc là, il y a un certain blanc et c'est surtout pour ça qu'on voit que pas mal de projets sont rejetés. Donc nous, vraiment, la conviction que l'on a et on a même eu des débats parfois en disant on ne fera pas de prestation si on ne peut pas avoir cette personne du terrain. Sans vous. Et alors là, il y a un gros blanc. Parce que là, c'est mais qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Oui. Mais de toute façon, ils n'ont pas la hauteur de point de vue nécessaire. Ils vont pas savoir vous répondre, eux. Nous, on sait. On sait ce qu'ils veulent. Et on sait ce qu'ils veulent, voilà. Pire, quand on parle des clients. Mais ils vont perdre leur temps. Et je vous assure que ça, c'est du quotidien. Et au final, en fait, quand on arrive à mobiliser ces personnes-là, on les a, d'abord, nous, on les observe, donc on est en phase d'immersion, et ensuite, on les met dans des ateliers de créativité avec plein de post-it. Alors, j'adore parce que, d'ailleurs, le post-it digital, tout le monde me dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé sur le post-it digital ? En fait, le post-it papier, et quand on revient à nos fameuses notes, nos fameuses antichaises, regardez, au final, j'ai Atali qui arrive en retard ce soir, mais il y a des choses en fait qu'on peut pas changer, il y a des choses qu'on n'a pas envie de changer. Et le post-it papier, le fait d'écrire sur un papier, de se lever devant tout le monde, expliquer ce qu'on a écrit, défendre son point de vue et le poser, naturellement, vous allez avoir une deuxième personne qui va se lever, qui va dire non mais moi je suis pas d'accord, et une autre qui va commencer à se bouger. Et en fait c'est là que vous commencez à créer une dynamique collective, et on a beaucoup parlé d'intelligence collective, on est convaincu de son intérêt, et c'est là que les choses vont commencer à sortir, et c'est là que les vrais sujets vont commencer à sortir. Donc nous, notre conviction, c'est allons les voir. Parce que systématiquement, ils sont engagés, ils sont motivés, ils se disent je vais enfin faire partie du futur de mon entreprise, on me demande mon avis. Et souvent, ce sont des personnes qui sont extrêmement positives, même dans des situations très complexes. On s'est retrouvé avec des situations à devoir faire venir parfois des représentants syndiqués pour justement avoir un débat beaucoup plus à l'aise en disant mais non, on est là pour se dire les choses, parce que si on ne les dit pas, tôt ou tard, on va imaginer plein de choses, même si on les imagine ensemble, et dans 2 mois, vous allez tout rejeter. Donc autant se dire les choses tout de suite, peut-être qu'il n'y a rien à faire, mais de toute façon il y aura toujours quelque chose puisque c'est l'intelligence collective qui viendra le créer. Donc allons les solliciter. Oui.
Et parce qu'ils ont toujours une réponse. Mais bien entendu, et ça, je terminerai juste là-dessus, ils n'ont pas, par contre, c'est vrai, la hauteur de point de vue de là où veut aller l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes à réconcilier. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les directions générales pour identifier les enjeux stratégiques. On parle beaucoup de stratégie et de tactique. Notre président, d'ailleurs, nous a fait un discours sur le sujet. La stratégie, c'est de l'ordre vraiment de la direction générale. On définit un cap, on définit une vitesse. Mais après, c'est le terrain. C'est la tactique. C'est eux qui vont savoir innover, se transformer et être engagés. Puisqu'au final, quand on les sollicite, derrière, il y a un engagement très fort qui se développe. Merci beaucoup. Et justement, j'ai une question sur ça, parce qu'au bout de ces ateliers, il faut bien à un moment designer des solutions, parce qu'il y a une finalité, il y a des sorties avec ça. C'est quoi un bon univers numérique qui prolonge en quelque sorte l'humain bien pensé? Ça serait quoi avec tes mots? Alors c'est vrai qu'on aime bien cette notion de prolonger l'humain. Le numérique est là pour servir l'humain et pas le contraire. Puisque quand on dit transformation digitale, on dit grand remplacement, on l'a quand même bien vu. Et en fait, ces utilisateurs qui sont sur le terrain, souvent, sont très réfractaires. Parce qu'ils se disent, mais à chaque fois, on m'a sorti des nouvelles solutions qui sont très loin de mon quotidien, qui sont très loin de mes problématiques tous les jours. Mais par contre, alors là, pour avoir du contrôle, pour avoir des remontées statistiques, pour prendre des décisions, pour regarder ma performance au quotidien. Donc, ils sont assez réfractaires de ces nouvelles technos. Pour autant, dans leur sphère personnelle, ils l'utilisent tous. Et ils adorent ça, ils le plébiscitent. Donc en fait, il y a quelque chose d'intéressant, parce que quand ils arrivent dans ces ateliers de créativité, ils ont plein d'idées. Ils ont vraiment plein d'idées pour justement pouvoir prolonger l'humain, donc pour pouvoir dire justement toutes ces tâches qui sont répétitives, qui pourraient être confiées à la technologie, pour se concentrer, eux, sur leurs valeurs, c'est-à-dire plutôt le pouvoir de décision. Et le fait de gérer l'exceptionnel et le fait, alors je déteste l'expression être augmenté, mais le fait de se développer. Puisque le numérique permet aussi l'apprentissage continu, et je pense que dans l'entreprise a aussi un rôle d'apprendre en continu. Et le digital est là aussi pour ça. En fait, on a l'impression qu'il suffisait de leur demander, qu'ils ont beaucoup de choses à dire, énormément de vues des choses, et qu'ils ont cette hauteur. Je crois que c'est des notions qui vous parlent beaucoup, Guillaume. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir un avis. Sur tous, je pense que vous avez tous un avis sur plein de sujets. Et c'est vrai qu'historiquement, et là encore, je parle pour le PMU, pendant des années, on a dit, on sait ce que veulent nos clients. En plus, on était en monopole, donc on s'en foutait. Ils veulent un pari. On va leur faire un pari comme ça, on va leur faire un café comme ça, on va leur faire une machine comme ça. Et puis, finalement, quand la concurrence, je vous l'ai expliqué en 2010, a commencé à pointer son nez, et puis il y a eu quand même un sujet d'évolution et de début de transformation et d'innovation. Du coup, on a suivi la logique que Maud a expliquée, c'est-à-dire qu'on a commencé à interroger nos clients. Dire, mais finalement, est-ce que c'est pas eux les plus concernés et qui nous disent déjà ce qu'ils veulent. Quand je vous citais le cas de la table de bistrot tout à l'heure, c'est bien ça. Très bien, on a pu imaginer des choses, des dispositifs, mais on est allé aussi d'abord leur dire, qu'est-ce qui vous êtes dans votre lieu au quotidien, qu'est-ce qui vous conviendrait pour avoir un meilleur plaisir pour parier. Et donc je me dis, moi j'aimerais avoir un truc là. Et si à la table on pouvait écrire dessus ou on pouvait parier dessus. Bon, voilà. Donc, une partie de la valeur est chez le client. Et du coup, c'est vrai que ces ateliers, on reprend juste ce qu'on a fait avec Econova, notamment à l'occasion d'Ivatech, ça a été un vrai sujet, et c'est bien ce que tu as décrit, de travail collaboratif. Vous êtes allé voir vous avez travaillé avec des parieurs et des clients pour justement essayer de définir quels allaient être les parcours, quelles allaient être les offres de technologie qu'on pouvait proposer. Et Vivatech 2017 n'était qu'une représentation de ce qu'on avait pu imaginer pendant plusieurs ateliers ensemble. Oui, puis avec un certain succès. Le stand PMU ne désemplissait pas sur Vivatech. Écoutez, venez tous en 2018. En 2018, on viendra tous. Une dernière question à Maud avant d'ouvrir la discussion à nos invités. C'est cet essentiel. C'est-à-dire comment développer tout ça, ce numérique, ces solutions, sans perdre de vue l'essentiel. Et quel est-il pour toi, comme tu es au cœur de ces projets-là avec les clients? Alors l'essentiel, j'ai pas mal réfléchi à ça et en fait, je trouve 3 choses. La première, c'est de pas vouloir toujours tout réinventer. Puisqu'au final, on parle beaucoup d'innovation, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qu'on met souvent au placard en se disant, c'est plus adapté. Mais c'est plus adapté parce qu'il y avait peut-être pas le digital avant. Donc en fait, potentiellement, juste ramener quelque chose, et je vais beaucoup parler de la relation humaine dans énormément de métiers,
au final, le digital peut permettre de s'exonérer de tout ce qui va être répétitif pour se concentrer peut-être sur la relation humaine. Et la relation humaine, c'est ce qu'on avait avant. Donc peut-être que le digital aujourd'hui peut permettre de remettre à jour des business models qui existaient auparavant, donc pas tout réinventer. Je pense que la mode est un éternel recommencement, Exactement. donc il faut toujours avoir ça en tête. Oui. Le deuxième, et c'est donc Michel Constantini qui est venu, Daniel Constantini, voilà, qui est venu intervenir chez nous, qui est, pour ceux qui le connaissent, donc l'entraîneur de l'équipe de handball quand la France a remporté les championnats du monde, et nous a dit quelque chose, ou alors en tout cas ça va être ma traduction, qui m'a beaucoup intéressée, où il a dit: la puissance du collectif, c'est la connaissance de l'individu. Mmh. Attention. Oui. Donc, mais en fait, c'est vraiment ça. On vient de le voir avec les différentes interventions avant. Ce qui est très important, c'est que dans le rugby, et je pense qu'une entreprise, c'est exactement pareil, pour avancer, il faut faire des passes en arrière. Et pour faire une passe en arrière réussie, il faut connaître son collègue qui est derrière, qu'on ne voit pas, qui a peut-être mal quelque part, qui a peut-être qui a des capacités, mais qui a aussi, et c'est ça qui est important, c'est de connaître son contexte et son comportement. Oui. C'est ce qu'on va vraiment analyser. On analyse le profil des gens, le contexte dans lequel ils évoluent et leur comportement. Et chaque personne, et c'est là qu'on passe vraiment d'un utilisateur, le fameux UX, pas le fameux X, mais de l'utilisateur à l'individu. Oui. Donc chaque personne dans une entreprise est un individu qui évolue dans un collectif. Et c'est à chaque échelle de l'entreprise qu'il faut initier cette démarche-là de connaître son collègue, justement, oui. Et de pas se dire c'est celui de la RH, c'est celui du marketing. Oui. Ouais, mais si celui du marketing, il est mal luné, quand il va falloir sortir l'offre, en fait, il va pas le faire. Et ça va pénaliser tout le monde. Donc, c'est vraiment une notion un peu familiale, j'ai envie de dire, de bienveillance aussi, on en parle souvent chez Econocom, de pouvoir donc écouter l'autre. Donc, avancer en faisant des passes en arrière. Et la dernière chose qui, pour moi, est essentielle, c'est la confiance. Et la confiance, aujourd'hui, je trouve qu'on la perd un peu en entreprise, elle est en train de revenir. Mais la confiance, c'est vraiment se dire, parce que j'étais à un TEDx la semaine dernière sur la confiance. Et en fait, il disait, quand on fait confiance, on se rend vulnérable. Donc en général, on n'a pas tendance à faire confiance. Et j'ai l'impression que les directions générales ont de moins en moins, et même directions à tout niveau, ont de moins en moins envie de faire confiance parce qu'on devient vulnérable. Oui, mais en même temps, la confiance, on le fait parce que ça nous permet de libérer de la bande passante. On peut pas tout faire en même temps. Oui. Donc, si on fait confiance, on libère de la bande passante pour se concentrer sur ce que l'on a à faire. Les directions sont là pour faire de la stratégie. Les personnes, ensuite, des équipes sont là pour faire de la tactique. Donc, libérer sa confiance. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, on aura essayé. On aura avancé de toute façon. Donc, vraiment, la dernière chose, c'est cette notion de confiance. Et voilà. Est-ce que vous faites confiance à vos équipes ? Et moi, c'est la grande question que j'ai envie de vous poser, jusqu'où ? Et puisqu'en tout cas, dans les expériences que l'on a pu avoir, quand il y a une confiance réelle qui est portée aux équipes, les équipes trouvent et ont un engagement qui est infaillible. Oui. Et une créativité augmentée, développée également, pour revenir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure. C'est la créativité à toutes les échelles. Pardonne-moi, je t'ai interrompu peut-être. J'avais fini. Merci Maud, merci à tous. Merci beaucoup. On va vous passer le micro, comme tout à l'heure. Vous commencez à connaître le rituel. Je ne sais pas où il est. Je demande à Elodie de nous rejoindre pour représenter Workwell et Never Eat Alone. Et on va répondre à votre question si vous en avez, mais je pense que vous en avez. Vous pouvez désigner la personne en particulier si vous la posez à un invité en particulier, ou alors juste la soumettre au speaker. Est-ce qu'il y a des questions ? Visiblement, tout était clair et limpide. Non. Voilà. On cherchait une prise de risque dans la soirée. On a tout misé sur le micro. Bonsoir. C'est une très bonne question. Si. Moi, j'irais ouvrir un point de vente PMU. Hein. Bravo, Guillaume. Je sais pas. Est-ce que Nicolas ou Boris, je suis sûr que tu as une idée. Écrivain itinérant.
Moi, j'ai pas d'idée. Alors, à vrai dire, je fais assez peu de numérique directement. Oui. Donc je pense que je peux continuer à faire à peu près la même chose. D'accord. En école Non, je pense que Ça je changerait. continue à faire à peu près la même chose. D'accord. Élodie? Oui, c'est une très bonne remarque. J'ai un peu la même réponse. Je pense que les partenariats, c'est aussi valable sans le numérique, peut-être dans un autre domaine, du coup. D'accord. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je crois qu'il y en a une là. Est-ce qu'il marche ou pas? Normalement, Si, même, non, comment vous vivez, en fait, vous qui êtes vraiment dans la transformation, qui avez envie de mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles solutions qui sont sur le numérique, et tout ce qu'on voit arriver aujourd'hui, notamment les problématiques. D'accord. D'accord. Comment on reçoit ces questionnements-là? Sur l'éthique, entre autres. C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, nous, on l'intègre dès le démarrage que ça fait partie des freins et des craintes des gens. Maintenant, on ouvre le débat aussi. Par exemple, je vais prendre un exemple sur les données de santé. Souvent, on se dit les données de santé, c'est mes propres données. Si je les expose, attention, les assurances vont les utiliser, tout le monde va les utiliser. Donc, il y a vraiment une notion d'appropriation de la donnée. Maintenant, il faut voir l'autre pendant. L'autre pendant, c'est si je mets à disposition mes données de santé et si tout le monde fait la même chose. On va pouvoir, grâce justement aux nouvelles technologies, faire des algorithmes, peut-être prédire des choses et peut-être me prédire à moi de dire attention. D'ailleurs, je crois que c'est l'ex-femme de Brad Pitt qui avait fait appel à ça, Angelina Jolie, voilà. Juste pour prédire en se disant, voilà, grâce à toutes les données de santé qui sont disponibles et si jamais on a vraiment cet acte de confiance commune, en assurant bien entendu, puisque la réglementation évolue aussi à ce niveau-là tous les jours, de se dire on va pouvoir me prédire quelque chose qui va pouvoir m'arriver plus tard, donc potentiellement mes données et le fait mon action de pouvoir poser quelque chose, poser ces données en public va peut-être me sauver la vie. Donc, alors là je vous parle de données de santé, mais c'est valable pour tout. À partir du moment où on ouvre des données, on donne à la collectivité et on peut lui permettre d'évoluer. Donc après c'est un débat. Par contre, ça fait partie des freins. Après, il y a des gens qui ne voudront jamais. Et donc ça, alors après, c'est des décisions. Et là, c'est l'intelligence collective qui va permettre de valider ou non, de s'autoréguler et de dire oui, le bénéfice est suffisant, on y va, ou non, le bénéfice-risque, le ratio n'est pas bon et auquel cas on l'écarte. Merci beaucoup, Maud. Élodie? Chez Workwell, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très souvent parce qu'on fait une application qui centralise l'accès à tous les services. Donc il y a des services qui sont plutôt vie pro, les salles de réunion, puis des services qui sont très vie personnelle. Ça va être la garde d'enfants, par exemple. Donc on n'a pas forcément envie que son employeur sache ce qu'on a communiqué avec des collègues. Donc nous, la privacy, justement, donc, les données, c'est vraiment au cœur de notre solution. Et ce qui est important, je rejoins Maud, c'est que l'utilisateur ait le contrôle de ces données et qu'il sache en fait à quel moment il les partage ou pas et qu'il ait le choix surtout de le faire ou de pas le faire et de comprendre en fait quel usage il peut avoir s'il les partage. Donc voilà, ce qui est au cœur aujourd'hui de la solution, je partage assez le point de vue. Je sais pas si quelqu'un d'autre voulait répondre. Merci beaucoup Élodie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer la parole pour les conclusions? Écoutez, on va remercier nos interlocuteurs et on va conclure derrière. Merci Élodie, merci Nicolas Sadirac. Merci Boris Sirbet, merci Maud et merci Guillaume. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous pouvez vous installer. Et justement, pour le mot de la conclusion, comme on a beaucoup parlé d'humain et de partage et de collectif et de transformation, j'ai souhaité donner la parole à une personne qui porte ces thématiques à l'intérieur du groupe Econocom, donc la partie ressources humaines, excellence et développement des talents, et la partie transformation, parce qu'il est chargé de transformer, de questionner le groupe et de le réinventer. Bon, accessoirement, il est directeur général France. Sébastien Musset. Bonsoir à toutes. Bonjour ou bonsoir? Non, bonsoir encore. On va pas faire très long parce qu'on a pris pas mal de retard. D'abord, vous remercier d'être venus très nombreux et en bravant les travaux,
les personnes allongées sur les voies dans le métro, pour ceux qui ont été bloqués sur la ligne 13. Voilà, vous dire qu'on est ravis moi j'étais ravi de vous accueillir et qu'on vous accueille ici. Je m'attendais pas, et je sais pas si vous attendiez, à avoir des messages aussi vastes dans une conférence sur la thématique de la transformation 42-68. Je me suis noté quelques phrases qui ont impacté, je trouve, dans la discussion. Toute la thématique de Jacques Attali sur prédire, prévoir et savoir dire non. Et la différence entre la prédiction et prévoir, et cette capacité qu'a l'individu à la fin de décider et de ne pas s'inscrire dans des modèles. L'ingénieur que je suis, qui vient du monde des assurances, où tout est statistiqué, où on va tout prévoir, et voilà, cette capacité qu'a l'usager final finalement de dire non et de dire bah non, je m'inscris pas dans ce modèle-là et je vais faire mentir le modèle. On a eu une petite phrase sympa sur apprendre, ça sert à rien, c'est dangereux, ça rend idiot. Spécial dédicace Boris, je l'ai bien aimé celle-là, si je me trompe pas, c'était de Nicolas, merci. Nicolas. Rien n'a plus détruit l'intelligence collective que la démocratie représentative. Ça c'est Boris. Ça là c'est Boris par contre, j'ai bien aimé. Pourquoi je les aime bien ces phrases-là? Parce qu'à chaque fois d'une manière finalement assez provocante, elles remettent l'usager au cœur. Elles remettent l'utilisateur final, celui qui a la capacité de décider, bref nous. Et la démarche qu'on a entrepris, un certain nombre d'entre vous, de nos clients chez Econocom, vous nous connaissez sur nos métiers traditionnels, sur notre capacité à vous accompagner dans de l'infogérance, dans de la proximité poste de travail, dans du financement, dans notre capacité à vous distribuer des matériels. Et la démarche qu'à un moment donné on a voulu lancer et que Maud et ses équipes ont lancé avec beaucoup de talent, ça a été d'aller toquer à la porte de notre président fondateur, donc Jean-Louis Bouchard, qui malheureusement a dû partir depuis, et de dire il y a une manière de mettre en résonance ces différents métiers-là et de réintégrer l'usager final, l'utilisateur final dans cette démarche pour redéfinir des solutions en partant du bas, en partant de l'écoute qu'on peut avoir auprès de ces utilisateurs. Et quelque part de rassembler deux mondes qui sont finalement, et là c'est l'ancien DRH qui parle, assez flippant, pardon d'utiliser le mot, entre ce que nous décrivent Nicolas, Boris, et puis ce dans quoi je me suis retrouvé, parce que chez Econocom et dans toutes vos entreprises, je pense que le monde n'est pas que 42. On n'a pas que des collaborateurs qui s'inscrivent dans ce mindset-là. Et donc cette capacité de les rassembler autour d'une solution digitale à la fin, dans laquelle on va pouvoir leur dire, c'est vous l'utilisateur final qui allez aider à définir ça. Alors c'est pas simple, on se heurte à énormément de freins. Si j'avais eu une question à poser aux participants, c'est en quoi est-ce que quand on arrive vers vous, vers nos clients, vers les directions générales, en quoi finalement on n'arrive pas à pénétrer ce qui paraît quand même l'évidence, c'est-à-dire de se dire c'est l'intelligence collective et l'humain, le human before code, qui va nous permettre de définir ces solutions-là et d'utiliser derrière nous toutes nos compétences pour vous accompagner. J'entendais la question sur la sécurité. La sécurité, c'est une de nos compétences clés. On a un satellite dans notre modèle Galaxy qui fait ça avec beaucoup de talent. Mais comment on arrive à réintégrer ces capacités-là dans une construction de solutions qui part de l'utilisateur final, qui part finalement de l'humain. Et ça, c'est une conviction extrêmement forte qu'on a. Et je suis, en guise de conclusion, particulièrement fier qu'on vous montre Econocom ce soir sur cet axe-là, c'est-à-dire pas seulement sur l'axe de tous nos métiers sur lequel, croyez-moi, on fait tout pour être toujours plus excellent, et Robert qui est là me contredira pas quand il nous fixe comme axe directeur dans notre stratégie le mot qualité. Ça, c'est vers vous et vers nos processus internes, c'est nos SLS, c'est tout ce qu'on arrive à en termes d'engagement vis-à-vis de vous, mais on a aussi envie de vous montrer qu'Econocom se transforme, et cette transformation, elle passe par cette démarche Econova, par cette démarche de conseil très différente, dans laquelle on espère accompagner un grand nombre d'entre vous. Certains nous ont déjà fait confiance, et c'est un plaisir de vous entendre derrière et de vous rencontrer sur Vivatech, ou pour le parieur que je suis, de prendre 83 € en n'ayant pas parié sur la victoire du Bayern de Munich contre le PSG. Merci Guillaume. Mais au-delà de ça, voilà, de vous accompagner dans la structuration de vos solutions. Je pense qu'on a envie de se transformer dans ce domaine-là. Donc à nouveau, merci. Il y a un cocktail qui nous attend pour pouvoir échanger plus largement et avec chacun des interlocuteurs. Et puis je voudrais dire un petit merci particulier à l'illustratrice. Alors j'attendais de voir comment elle m'avait croqué. Allez, j'achète. Merci encore d'avoir été présent ce soir. Merci à tous.
Eh ben, Maestro, je voulais juste remercier tout le monde, te remercier les personnes qui ont bien voulu prendre la parole, Elodie, Marie, Boris, Nicolas et Guillaume, Jacques Alatelli, même s'il n'est pas parmi nous, on le remercie beaucoup. Vous dire qu'on va partager un petit moment pour se rafraîchir et se reposer. Il y a quelques animations dans certains coins, vous passerez pas à côté. Il y a un endroit notamment où on va vous donner un livre sur l'innovation, mais on vous demandera en échange de voter. Oui, on soudoie les électeurs ici. Vous verrez, c'est une élection un peu particulière et quelques autres animations, mais c'est surtout pour continuer d'échanger. Et merci à tous, merci Sébastien. Et merci à toi, Smaïl, parce que interviewer Jacques Attali en retard avec un peu de pression, il faut savoir que Smaïl est consultant à Econova, hein, il n'est pas intervieweur en chef, même si peut-être ça va ouvrir des voies. Mais un grand merci, parce que ça a été de grande qualité, avec beaucoup de place donnée aux invités. Ça aussi, c'est du talent. Merci beaucoup, merci Sébastien, merci à tous.